importe où vous vous trouvez, je suis Susan Raymond avec Anna Trust et nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Nous avons 6 personnes sont, qui arrivent encore. Voilà. Donc, nous avons encore des participantes qui attendent pour nous rejoindre. Merci d'être avec nous dans ce webinaire pour travailler sur le bien-être des membres de la vie religieuse. Avant de le commencer, je voudrais donc donner la parole. Bien, Gianluca, est-ce que nous pouvons commencer? Oui. Donc, encore une fois, merci beaucoup d'être avec nous. Je suis Susan Raymond. Je suis la conseillère à Anna Trust et ma responsabilité consiste à établir la fondation de Anna Trust pour que nous soyons une organisation stable et forte de connaissances pour le soutien des soins des sœurs âgées, pour que nous puissions être à votre service et disponibilité. Avant de ne commencer, juste une petit indice d'organisation. Dans notre webinaire, le mois dernier, nous avons demandé votre évaluation et vous avez exprimé votre désir de poser des questions. Donc aujourd'hui, euh, nous allons vous donner l'espace pour poser les questions les 10 dernières minutes de cette rencontre. Vous pouvez lever la main, nous allons vous appeler en voyant vos mains sur l'écran. Donc nous allons prendre des questions à la fin de ce webinaire. Et nous allons essayer d'avoir donc plus d'interactions comparé à la première rencontre que nous avons eue. Donc, avant de commencer, centrons euh, nous-mêmes dans la prière. Je voudrais vous présenter une personne qui n'a pas besoin d'introduction, Sœur Tatmery, qui est la présidente d'Anatras, qui va mener la prière. Merci beaucoup et salutations à vous tous. Euh, je suis ravie de voir beaucoup de visages familiers, mais d'autres aussi qui sont nouveaux. Je suis contente d'être au service en tant que présidente de la Fondation Anatras, qui est très importante. Donc, recueillons-nous nos cœurs et en demandant au Seigneur de nous bénir et pour nous donner la sagesse alors que nous commençons cette rencontre. Seigneur, nous avons besoin de ta sagesse. Nous t'accueillons parmi nous, guide-nous alors que nous écoutons et alors que nous réfléchissons ensemble. Aide-nous à rechercher ce qui est mieux pour toutes les personnes concernées, particulièrement les sœurs les plus âgées. Nous avons confiance, pleine confiance en ta sagesse et nous voulons mener cette rencontre selon ta volonté. Et dans le chapitre 1, verset 5, euh, donc si quelqu'un de vous manque de sagesse, nous- qu'il la demande au nom du Seigneur. Donc nous te demandons, Seigneur, la sagesse pour nos sœurs et pour nos congrégations. C'est notre prière. Euh, Amen. Merci, Sœur Pat. Merci beaucoup. J'ai le plaisir maintenant d'introduire Helen Harrington. Le problème d'assurer des soins et des soins pour les sœurs les plus âgées est complexe. Et ceci va devenir plus complexe à cause de la hausse du nombre des sœurs âgées et aussi donc de l'espérance de vie que nous avons. La planification est importante. Nous avons l'honneur d'avoir aujourd'hui parmi nous une personne qui peut nous aider à commencer à établir ce plan. Hélène est,
et travaille avec l'une des sociétés d'investissement les plus importantes au monde. Donc, le bulletin de septembre de Antitrust, et j'espère que vous avez tous lu. Donc, on a parlé de Helen, qui connaît très bien la vie religieuse. Elle a des sœurs dans sa propre famille qui sont consacrées, donc des religieuses. Euh, Elle a visité beaucoup d'instituts religieux, appris beaucoup sur leur ministère. Donc, Hélène, nous sommes ravis de t'avoir parmi nous. Après tous ces préparatifs, tu connais la vie religieuse, tu connais les sœurs, tu es la personne juste pour parler de ceci. À toi la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Là où vous vous trouvez dans le monde, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et j'espère pouvoir partager mon expérience pour vous soutenir dans vos rôles de leadership au sein de vos congrégations à travers le monde. Donc, pour vous donner un aperçu de ce que nous allons couvrir dans notre webinaire, je vais vous donner donc un aperçu de la société où je travaille. Je vais vous donner un plan. Donc, pourquoi planifier? Je vais essayer de placer le contexte pour pouvoir positionner la vie, les soins dans la vie religieuse aujourd'hui, pardon, la réalité de la vie religieuse. Je vais aussi parler du cycle de vie des soins aux personnes âgées. C'est en parlant des différentes réalités des personnes âgées dans le monde et des implications dans les instituts religieux. Je vais aussi vous donner des considérations clés pour la planification future pour la vie de vos membres et ce qui est essentiel aujourd'hui, je vais partager avec vous 4 études de cas euh, avec des différents scénarios dans des différents endroits du monde. J'espère que les études de cas vont vous donner une compréhension majeure de l'expérience des autres et à la fin, certaines recommandations et un résumé de la présentation. Donc, comme j'avais dit, l'objectif aujourd'hui est de vous aider, que vous soyez des responsables ou non, pour donc vous donner les outils pour planifier pour le bien-être de vos membres âgés, donc aller à la lumière de la réalité universelle. Donc, pour explorer les réalités partagées des études de cas pratiques pour favoriser le dialogue. Parce que, comme je dis ici, prendre soin de vos membres ne commence pas seulement par la compassion, mais aussi par une vision claire et une planification rigoureuse. Il s'agit vraiment de veiller à ce que ceux dont vous êtes responsable soient soutenus aujourd'hui et à l'avenir pour que vous les aidez aujourd'hui, après, euh, pour le futur. Un aperçu de la société où je travaille. Donc, on s'appelle, la société est Cantor Fitzgerald. Oui, nous sommes international, nous sommes un groupe d'investissement international, mais je me trouve en Irlande et je travaille pour le département qui assure des services aux instituts religieux, des organisations caritatives à but non lucratif. Comme j'avais dit, nous sommes en Irlande, mais je travaille également à l'échelle internationale.
Je reviens de Kenya, Tanzanie et Ghana, des pays avec lesquels je travaille, et nous essayons de vraiment d'offrir des conseils, des solutions et un soutien pour recouvrir tous les aspects de la vie de la congrégation pour le futur. Je ne vais pas parler beaucoup de moi-même. Peut-être que vous avez déjà lu le bulletin de septembre, mais je travaille avec les congrégations religieuses depuis 20 ans, 10 ans en Irlande et 10 ans à Rome avec des congrégations internationales. Donc, nous arrivons à la première question ici. Pourquoi planifier le futur? Il s'agit d'anticiper les besoins futurs des sœurs. Il s'agit d'assurer une planification minutieuse pour réduire les problèmes potentiels à l'avenir. Nous sommes également toutes conscientes d'honorer le service rendu par les sœurs tout au long de leur vie et planifier les soins pour leur futur, c'est vraiment rendre hommage au service qu'elles ont effectué, donc en prenant soin d'elles. Donc, une partie essentielle de ceci est assurer que n'importe la structure que vous mettez en place pour le soin de vos sœurs, qu'elles sont soutenables pour le futur et qu'elles soient basées sur les réalités locales. Quand je parle des études des cas, quand je parlerai des études de cas dans un instant, je vais vous donner des exemples où les congrégations essaient de travailler, de préparer les soins qui sont adaptés aux réalités. Je vais parler également donc des exemples où les programmes de soins n'étaient pas adaptés ni aux réalités locales ni au contexte. Donc, l'autre raison aussi pour planifier pour le futur est s'assurer d'une gestion appropriée des ressources. Je suis très consciente, donc quand j'utilise cette parole euh, stewardship en anglais, parce que nous ne pouvons pas la traduire bien dans notre langue, on parle plutôt de l'administration des ressources, mais ce n'est pas seulement ça. C'est s'assurer qu'on peut prendre soin euh, par le biais des ressources que nous possédons pour planifier le futur. Et ceci n'est pas seulement prendre soin des membres, mais s'assurer que vous êtes responsable de l'administration de vos finances, que vous êtes aussi donc responsable des ressources, parce que toutes ces ressources sont au service de la mission et nous avons besoin d'assurer que cette mission continue pour le futur. Et vous avez besoin des ressources pour faire ceci. Donc, j'ai mis en bas de cette diapositive une citation que j'apprécie, que vous pouvez retrouver dans le rapport. Lorsqu'on parle d'avancer gracieusement en âge, les religieuses peuvent enseigner le reste du monde une ou deux choses. Je crois que cette citation est très vraie et l'un des facteurs que je considère fortement dans mon travail, c'est la projection des membres et la réalité en général. Les femmes dans la vie religieuse ont une espérance de vie plus élevée que celles qui ne sont pas dans la vie religieuse. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu, mais je crois que la population générale peut apprendre des sœurs, des religieuses. Donc, en termes de placer le contexte donc la réalité de la vie religieuse,
Dans ce webinaire aujourd'hui, je vais souligner les changements démographiques importants dans la vie religieuse. Je sais qu'à l'échelle internationale, il y a des différences géographiques, mais en général, euh, il y a une diminution significative du nombre de religieuses dans le monde. La réalité pour la plupart des congrégations est qu'en général, il y a un vieillissement de la population dans de nombreuses congrégations. Et encore une fois, il y a différents cycles de vie en relation, mais il y a beaucoup de sœurs qui nécessitent des soins. Bien sûr, il y a des différences régionales, même en matière de vocation et de besoins. Et, mais en général, il y a des similarités pour les sœurs dans le monde entier. Donc, il y a également des besoins actuels et émergents lorsqu'on veut prendre soin de nos membres. Donc, la santé et les soins aux personnes âgées, assurer que les soins de santé sont appropriés, mais ceci doit être aussi pris en considération à la lumière d'autres besoins, comme le soutien communautaire et le bien-être spirituel, aussi sur les vocations futures et la formation, la viabilité financière, le besoin des sœurs, des ressources financières. Donc, comment assurer la viabilité financière pour continuer à répondre aux exigences et aux besoins, et aussi le changement des membres, la poursuite de l'engagement dans le ministère, la réalité des membres que vous avez et l'âge a une implication directe sur votre engagement dans les apostolats. Donc, beaucoup de groupes avec lesquels j'ai travaillé, particulièrement en Europe et en Amérique du Nord, en Amérique. Donc, on travaille beaucoup pour faire le passage à des partenaires laïques, mais dans d'autres continents, dans d'autres pays, comme dans les pays de l'Afrique, la vie religieuse, les sœurs sont toujours en contact direct euh, et continuent à se projeter comment assurer les services avec le nombre des sœurs actuelles. Donc, dans ce graphe, vous pouvez voir le nombre de sœurs, de religieuses depuis 1970 à 2023. Donc, c'est ce que vous pouvez retrouver. Donc, en 1970, il y avait plus qu'un million de sœurs dans le monde entier. Et en général, je pense qu'il y avait eu vraiment un temps d'or dans les années 60-70. Et vous pouvez voir que dans les dernières 50 ans, il y a une diminution continue. Et donc en 2023, nous sommes arrivés à donc 589 000 sœurs dans le monde entier. C'est 41% de diminution dans 50 ans. Depuis mon expérience de mon travail avec les instituts religieux féminins, il y a un point, peut-être des moments où le nombre des sœurs est constant, mais la réalité des 20 ans qui arrivent, il y aura une continuation dans la diminution. Mais peut-être nous allons arriver à un point constant, mais ça va continuer à diminuer dans les 20 ans à venir. Ce qui était intéressant était de voir le nombre de religieuses par rapport au nombre de religieux et des prêtres. Donc, si nous revoyons les chiffres,
il y a toujours deux fois le nombre des prêtres. Donc, les sœurs étaient deux fois le nombre de prêtres, comme vous voyez sur l'écran. Donc, il s'agit de diocésains, de religieux, des frères. Donc, vous pouvez voir qu'il y a eu moins de changements par rapport au nombre des religieux, donc dans les dernières 50 ans, il y a eu seulement une diminution de 9%. Et aujourd'hui, comme vous voyez, il y a 455 000. Et maintenant, oui, il y a encore des sœurs religieuses, mais ceci a changé. Donc, ce que j'ai essayé de faire dans les diapositives suivantes est encore vous donner un aperçu du contexte pour parler de la réalité de la vie religieuse dans le monde entier. Je suis très consciente, alors que je parle de région géographique, que la réalité est différente pour des pays et ceci a un impact sur la planification de soins des sœurs dans chaque région. De la perspective du continent de l'Afrique et de manière statistique, si nous voyons la population, il y a une forte croissance. Donc même en 2023, il y a eu une hausse de 3,3% pour l'Afrique. Il y a eu et il continue à y avoir une augmentation des vocations. Encore une fois, ça différencie entre un pays et un autre, mais c'est plus de prêtres, de séminaristes et de religieuses. Même dans mon travail des 20 années dernières, il y a vraiment un focus sur les vocations qui arrivent de l'Afrique. Donc, on n'arrive pas à une augmentation comme prévu il y a 20 ans, mais ça reste encore le continent avec plus de vocations. Il y a aussi une émergence comme centre mondial de la vitalité catholique. Je pense qu'un très bon exemple, il y a 2 semaines, j'étais dans une église locale en Tanzanie. Il s'agit d'une zone rurale et l'église catholique était très occupée. Il y avait beaucoup de jeunes, d'adultes. Et si je compare ceci à ma paroisse ici en Irlande, mm, donc les personnes le dimanche sont vraiment plus âgées et vous pouvez voir vraiment la vitalité de l'Église en Afrique. Donc en Asie aussi, il y a eu une croissance modeste de la population catholique et je dirais une légère augmentation du nombre de religieuses, en particulier en Asie du Sud-Est. Encore une fois, beaucoup de congrégations avec lesquelles je travaille depuis 20 ans n'ont pas de vocation en Asie du Sud-Est. L'Inde et les Philippines sont des centres importants de la vie catholique. La Papouasie-Nouvelle-Guinée vient après. Mais voilà, donc l'Inde et les Philippines sont vraiment le centre. En Europe, en général, il y a vraiment une stagnation ou un déclin de la population catholique, un fort déclin du nombre de religieuses et de prêtres, et vraiment un vieillissement des congrégations et une sécularisation croissante. En Amérique du Nord, un déclin très significatif. Donc, comme nous avons vu,
à l'échelle internationale. Nous avons parlé d'une baisse de 40% les dernières 50 ans. La baisse est significative en Amérique du Nord et plutôt de 78% au cours des 50 dernières années. La réalité en Amérique est vraiment témoin du vieillissement des communautés religieuses et de la diminution du nombre de jeunes recrues. En Amérique centrale, il y a vraiment une croissance modérée de la population catholique, forte identité catholique dans certains pays. Pour l'Amérique du Sud, donc le Brésil seulement a 182 catholiques. Mais malgré l'identité forte, il y a eu une baisse de vocation et aussi l'impact des dynamiques religieuses qui influencent la région. En Océanie, aussi la situation change à cause des migrants qui arrivent de l'Asie. Donc, il y a une diminution du nombre de religieuses et de prêtres, et je dirais à cause du déclin et du vieillissement de la population en Océanie, particulièrement en Nouvelle-Zélande et en Australie, il y a beaucoup de travail qui a été fait les dernières 20 ans, les dernières 20 années. Donc, beaucoup a été fait en appliquant les partenaires laïcs. Et ceci a eu une forte implication sur d'autres domaines aussi. Du perspective des soins des personnes âgées, l'une des choses que j'avais mentionnées au début de cette rencontre était l- le besoin des soins des personnes âgées dans le monde entier. Donc, en Europe, comme je l'avais dit, en raison de la diminution du nombre de religieuses, la demande en matière de soins aux personnes âgées n'est plus la même. Donc, on est à la fin de ce cycle de vie. Nous sommes très chanceuses parce qu'il y a des soins assurés par le gouvernement, mais beaucoup de congrégations, selon mon expérience, sont en train de s'éloigner. Donc, donc des formes traditionnelles de soins de vieillissement et donc les religieuses essaient de trouver des alternatives. Il y a moins de demandes de la part des congrégations religieuses envers le gouvernement pour l'assurer elles-mêmes. Aux États-Unis, euh, comme en Europe, la demande en matière de soins aux personnes âgées est en baisse. Les soins sont souvent, particulièrement aux États-Unis, sont dispensés dans des établissements privés. Donc, donc les congrégations paient elles-mêmes, hum, parfois avec des fonds du gouvernement limités. Selon mon expérience, l'un des facteurs les plus importants est le coût des soins et la viabilité financière exigée pour assurer ces soins. C'est le système le plus cher du monde. Donc, il y a des communautés larges qui exigent donc des soins. Donc, on a besoin vraiment de bonnes ressources financières pour assurer les soins à toutes les sœurs. En Amérique latine, en général, la demande en matière de soins aux personnes âgées en fonction des réalités locales, la prestation des soins
est influencé par un mélange de traditions communautaires et d'initiatives collaboratives émergentes et aussi souvent limité par la disponibilité des ressources, dire les systèmes de soins formels ou les infrastructures publiques. Donc souvent, ce sont les réalités locales. Donc en Asie, encore une fois, c'est une zone géographique large avec des réalités très diversifiées, mais les soins aux personnes âgées sont également diversifiés et en pleine évolution. Il y a beaucoup de traditions culturelles qui influencent les changements démographiques et la collaboration internationale sont croissantes. Le Japon et la Corée, il y a des communautés larges où on prend soin des sœurs et ceci aussi est influencé par la culture et ce qui est fait par les âgés dans des familles classiques. Il y a un changement démographique. Donc, des pays comme le Japon et la Corée sont différents des réalités, par exemple, de l'Asie, les Philippines, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'Indonésie. Hum, On a des sœurs plus âgées au Japon, en Corée, et des sœurs plus jeunes dans les autres pays. Et comme je l'avais dit, la majorité est assurée dans des couvents. Parfois, ce sont les sœurs qui prennent soin des autres sœurs, parfois d'autres personnels. Et ceci dépend des réalités. En Afrique, et encore une fois, si nous pensons au cycle de vie, en Afrique, je dirais que les soins sont vraiment reconnus comme une priorité pour les membres. C'est l'un de ces lieux où, dans le passé, parfois les plus âgées qui peuvent être européennes ou américaines, qui sont des missionnaires. Et donc, ces missionnaires plus âgés restent dans ces pays et exigent un soin, des soins. Et ce qui émerge maintenant, c'est le besoin aussi de prendre soin des religieuses africaines plus âgées. Il existe des contraintes au niveau communautaire, des défis liés aux priorités euh, pour des ressources limitées et des besoins en matière de formation et de ministère. Donc, continuer l'évocation, la formation. Donc, encore une fois, et c'est mon expérience en travaillant avec les congrégations, les soins sont souvent dispensés dans les communautés, mais les installations appropriées peuvent faire défaut. Donc, mais maintenant, beaucoup de congrégations essaient de planifier pour le futur, pour prendre soin des sœurs, pour faire les changements et développer des plans pour répondre à ces besoins croissants des sœurs. Donc, quelles sont les considérations clés que vous devez considérer alors que vous planifiez? Alors, tout d'abord, ce que je dirais, comprendre la réalité au sein de votre congrégation. Et je dis ceci très clairement, beaucoup de travail que j'effectue et dans la planification stratégique, la première chose est demander donc les données, quelle est la réalité des membres et pourquoi, combien de membres vous avez dans chaque pays, quel est l'âge, mais l'autre chose que je demande aussi, quelle est la réalité donc par rapport aux soins de chaque pays.
Est-ce que les sœurs vivent de manière indépendante? Est-ce qu'elles exigent, pardon, est-ce qu'elles exigent un type de soutien dans leur quotidien? Euh, donc, comment le soin est-il assuré 24/7? Mais je dirais aussi de comprendre la réalité des membres. Donc, il est important de comprendre non seulement la réalité maintenant, mais aussi de comprendre la réalité potentielle des membres et des sœurs dans le futur. Donc, si vous avez une population plus âgée dans un pays, cette population peut ne pas exister dans les 10 15 ans à venir à cause du décès des sœurs. Donc, il faut apprendre à changer, euh, se préparer à changer la planification. L'autre facteur en termes de compréhension de réalité est savoir davantage sur les provisions locales. Quelle est la réalité par rapport aux soins pour toute la population d'où vos sœurs se trouvent? Parce que culturellement, euh, peut-être les soins sont assurés à la maison, peut-être dans une structure, dans un établissement. Tout dépend des réalités locales. Une considération clé est la compréhension des capacités financières. Donc, comprendre vraiment les ressources que vous avez, donc, pour prendre soin de vos membres, parce que le soin des membres est hum, très important pour le leadership, mais vous avez besoin d'avoir des ressources financières. Et il est important de comprendre quelles sont vos ressources pour savoir quels soins assurer. Ce qui est lié à ceci aussi est la capacité ou bien la disponibilité du personnel bien préparé. Est-ce que vous avez des personnes? Est-ce que vous avez des sœurs? Est-ce que vous avez besoin des partenaires? Donc, selon la réalité de votre congrégation, ceci va vous aider à déterminer la planification pour le futur. Ce que je dirais aussi, et aussi l'équilibre dans la congrégation. Vous avez un groupe de sœurs plus âgées et un groupe de sœurs plus jeunes. Si votre mission est les soins de santé, est-ce qu'il est approprié mm, de demander aux sœurs plus jeunes de prendre soin des sœurs plus âgées? Si votre mission est dans les soins de santé, peut-être ceci est faisable et acceptable, mais encore, si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il est convenable, approprié que les sœurs les plus jeunes prennent soin des sœurs plus âgées? Vous devez considérer ceci, vous devez être très consciente de maintenir l'équilibre au sein de votre congrégation. L'autre considération en termes de planification, je dirais la disponibilité au sein de la structure, ou bien des structures que vous avez déjà pour vous, des communautés qui se sont déjà adaptées pour recevoir des sœurs plus âgées, mais aussi voir les structures publiques disponibles. Plusieurs fois, et je le dis particulièrement en Amérique du Nord, les congrégations qui ont déjà établi des maisons de retraite, mais grâce au règlement et à la diminution du nombre de sœurs, les établissements changent, ne sont plus seulement privés par la congrégation. Donc, est-ce que ceci peut être aussi considéré alors que vous planifiez les soins pour les personnes les plus âgées? Une autre chose encore, donc à la lumière de vos besoins et de vos exigences, la collaboration avec d'autres congrégations. Encore une fois, si vous êtes une congrégation petite et vous avez besoin des soins pour les personnes âgées, mais de manière modeste, vous pouvez collaborer avec d'autres congrégations.
Comme ça, les coûts, les frais du personnel, donc n'est pas seulement, exigé de vous. Donc par rapport, au à la décision et à la gouvernance, je dirais, il est très important d'incorporer les soins dans la planification d'ensemble. Plusieurs congrégations, même si elles n'ont pas de plan stratégique pour le futur de la congrégation, vous tous avez des chapitres généraux et vous avez également des chapitres au niveau local, mais en planifiant le futur, il est important d'assurer les soins aux personnes âgées dans vos plans, dans vos plans. J'ai dit aussi, il est très important d'avoir un cadre de travail de gouvernance, mais ce qui est important, c'est que si vous établissez votre institut pour les soins de santé, quelle gouvernance est exigée pour assurer la durabilité de ce centre ou de cette maison? Donc, tout dépend encore une fois de la réalité locale des règlements, aussi des mesures de sécurité. Je dis ceci depuis l'expérience d'où je me trouve, donc où les sœurs avaient établi des soins pour les sœurs âgées. À l'époque, il y avait moins de règlements par rapport à la sécurité, aux mesures. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de lois et parfois les sœurs ont dû fermer les maisons de retraite parce qu'on ne pouvait pas répondre à ces réglementations, ces lois imposées par le système, le pays. Je dirais que vous devez considérer les réglementations pour le futur comme une partie intégrante dans votre planification. Donc, du point de vue perspective, toute ressource financière est exigée pour assurer les soins de santé, mais aussi d'autres ressources, les ressources pour les communautés, les ressources en termes de propriété. Donc, vous avez besoin de considérer les coûts futurs de vos soins et si vous avez un soutien, encore une fois, tout dépend de votre réalité. Euh, le gouvernement assure des aides dans certains pays comme l'Amérique du Nord, par exemple, mais dans beaucoup d'autres pays en Afrique, le gouvernement n'assure pas des soins ou bien des aides financières euh, au pays. Vous avez aussi besoin de ressources pour la formation, donc tout en gérant vos sœurs. C'est quelque chose que vous avez besoin de former les sœurs les plus jeunes. Vous avez besoin de former les sœurs pour les soins dans le futur. Donc, la formation traite de la planification et aussi d'identifier les priorités des sœurs âgées et identifier les ressources pour assurer ceci. Assurer également, alors que vous pensez aux soins de vos sœurs dans le futur, de considérer la vie communautaire et le soutien spirituel. Je sais très bien que la tradition dans le passé et que le soin soit assuré dans un contexte communautaire et l'établissement des maisons de retraite seulement pour les religieuses ou bien des maisons de soins pour garder cet aspect et cette dimension importante de vie religieuse. Quelque chose, donc j'ai entendu une sœur dire une chose extraordinaire. Il y avait un groupe de sœurs en Écosse qui vivaient dans une maison de retraite pour la congrégation, mais le nombre des sœurs a diminué, que ce n'était plus soutenable en termes financiers. Donc les sœurs
sont passés à une maison privée avec des personnes de la vie publique, donc des laïcs. Et l'un des fruits, l'une des implications était que l'une des sœurs avait dit, en passant à cette maison euh, privée avec des personnes du public normal, elle a senti que son ministère a été renouvelé. Elle a senti que ça l'a poussée à avoir un engagement spirituel majeur, qu'elle était invitée à parler aux personnes et les soutenir spirituellement. Donc, elle a vécu une dimension nouvelle de la vie communautaire spirituelle. Donc, je pense qu'il y a la compréhension que, bien sûr, vous pouvez avoir le soutien spirituel dans la communauté si vous êtes toujours ensemble dans un établissement de la communauté. Mais si vous passez à d'autres établissements, ceci ne doit pas nécessairement cesser. Donc, je vais essayer de vous parler de ces exemples, des différentes réalités. Donc, le premier cas est le développement, une congrégation avec laquelle je travaillais, une congrégation internationale, en déclin en Amérique du Nord, en Amérique latine. On a un nombre élevé de sœurs en Afrique et les deux provinces en Afrique sont au Kenya et la République démocratique du Congo. Dans ces deux provinces, on a un nombre de sœurs, mais elles avaient un besoin aussi d'assurer des soins aux Africaines plus âgées. Le leadership de la congrégation, mais aussi le leadership provincial, avait réalisé qu'il y avait le besoin de planifier pour les facilités en Ouganda et aussi dans la République démocratique du Congo. Donc, la première chose à considérer était euh, donc le nombre des sœurs, comment donc assurer euh, ce besoin. Et la décision a été prise en Ouganda que la communauté qu'on avait établie était dans le même endroit de leur maison de formation. Ceci voulait dire que les sœurs les plus âgées étaient à côté des sœurs les plus jeunes qui émergent dans la province. Et ceci a permis le partage de la sagesse, mais aussi des communautés dans le même endroit. Dans la République démocratique du Congo, on a développé donc une communauté de soins, mais en même temps, on a construit une maison d'accueil. Donc, cette maison d'accueil n'a pas seulement accueilli des sœurs plus jeunes, mais cette maison d'accueil a assuré les ressources financières pour prendre soin des plus âgés dans les communautés, parce que l'un des problèmes principaux était les ressources financières. En les développant de cette manière, c'était vraiment un lieu de ministère actif et ceci a assuré donc des revenus pour prendre soin des sœurs âgées. Plusieurs discussions avec les sœurs et par rapport au développement de ces deux établissements était d'être de dimension appropriée, mais aussi de taille donc, mais de normes aussi appropriées à ces deux communautés. En Ouganda, par exemple, les sœurs voulaient une maison avec 20 chambres, 20 cellules, avec une grande facilité. Mais lorsqu'on a regardé la réalité des membres, et aussi le nombre dans les 10, 15 ans à venir. Donc, on a vu qu'on n'aurait pas besoin de 20 chambres pour des sœurs âgées.
Donc, nous avons réduit la taille de la maison à construire. On a essayé également de construire un établissement qui n'avait pas des standards comme dans un hôpital, mais qui était plus en ligne avec la réalité locale. Et les sœurs avaient senti qu'il n'était pas approprié de construire une communauté où les conditions étaient beaucoup meilleures à la réalité externe. Donc, pour répondre aux besoins des sœurs, donc c'était toujours plus en ligne avec la communauté réelle. L'autre chose qui devait être considérée dans ces projets était cette congrégation. Donc, en Ouganda, par exemple, on l'a construit euh, sur une propriété qui était à côté de l'école. En Ouganda, plusieurs congrégations, lorsqu'on commence à considérer ces maisons de soins, donc on peut être des considérations clés. Un facteur était les ressources financières. C'était deux facilités et elles étaient fondées par des congrégations internationales, mais les coûts à suivre, les besoins, devaient être la responsabilité des provinces locales. Donc, on a considéré ceci comme une partie de la planification, euh, tout en considérant la taille et le genre de soins qui va être assuré. Donc, on a considéré la mise à disposition du personnel approprié, qu'il s'agit de sœurs ou de laïcs. Donc, les sœurs qui... Le deuxième cas que je vais partager avec vous aujourd'hui appartient à une congrégation avec laquelle j'ai travaillé, une petite congrégation internationale dont le nombre de sœurs diminue, qui est concentrée en Europe. Et encore une fois, c'est l'opposé du spectre des sœurs africaines. Mais ceci pour montrer comment les soins étaient assurés dans le passé et comment elles peuvent être appropriées au futur. Dans ce cas, l'établissement que vous voyez ici était vraiment une propriété historique qui appartient à la congrégation dans un lieu rural, isolé, qui n'est pas bien connecté aux services. Et bien que qu'on a adapté la maison pour les besoins des personnes âgées, le coût des soins était important puisqu'il s'agissait d'un établissement non agréé bénéficiant d'une aide publique limitée. Et la réalité de cette province, de la congrégation, était que le coût des soins était si important que qu'on commençait à réduire les ressources financières générales de la congrégation. Il était très difficile de travailler sur ce projet avec l'équipe de leadership parce que le leadership savait que l'essentiel était d'assurer et de respecter les besoins des sœurs. Et la question qu'elle devait se poser, est-ce qu'il s'agit ici du meilleur endroit pour fournir ces soins et est-ce que ces soins peuvent-ils être assurés ailleurs? Les sœurs étaient âgées, et on devait considérer l'impact de demander à ses sœurs de déménager d'un lieu à l'autre. Les sœurs étaient non seulement confortables dans ce lieu, mais aussi très spirituellement attachées à ce lieu. Et la question était, est-ce que assurer les soins ici était le meilleur choix à cause des coûts du bâtiment? Une partie critique qui a aidé le leadership à prendre la décision était la disponibilité de ressources financières. Simplement, on n'avait pas assez d'argent pour assurer les soins de cette manière aux sœurs dans le futur. Parce que on a un soutien limité. Le coût était
extrêmement haut et n'était pas soutenable pour le futur. Ce qui causait un défi parce que déménager les sœurs était, ceci a voulu dire que la congrégation devait, lâcher prise d'une partie de son héritage et qu'elle devait donc, passer, à un lieu qui n'avait pas de signification pour leur histoire. Un autre défi était c'est une, donc propriété très belle, mais c'était, un établissement qui était protégé, qui ne pouvait pas être utilisé pour beaucoup de choses. Donc même en termes de transférer les sœurs, de déménager, il y avait vraiment donc peu de ressources même après la vente. Donc je pense que ce qui est le plus important, que nous pouvons apprendre de cet exemple est que assurer les soins et parfois adapter la communauté pour répondre aux besoins des sœurs, bien que l'établissement même n'est pas approprié. C'est comprendre le point euh, où l'établissement, donc se poser toujours la question, est-ce qu'on veut garder le bâtiment parce qu'il y a un héritage spirituel ou parce que c'est le meilleur lieu pour assurer les soins aux sœurs? Donc, ces genres de questions prennent du temps pour être discutées dans les leaderships et les communautés. Le troisième cas, une autre congrégation européenne, euh, c'était une congrégation internationale qui a un nombre significatif de sœurs en Allemagne avec des besoins importants et continus en matière de soins, sachant que ces besoins ne concerneront que les 10 à 15 ans, à 15 prochaines années. Et le désir de cette congrégation est de ne pas développer des facilités qui soutiennent qui répondent aux besoins de leurs sœurs, mais aussi de ceux dans la population locale. Et ce que cette congrégation avait fait est entrer en partenariat avec les autorités locales pour développer un établissement intégré et de soins aux personnes âgées euh, et aussi donc assurer des soins aux résidents locaux. Et ceci a vraiment élargi leur charisme de soins compatissants. Et ceci savait donc, elle savait également que dans 15 ans, ceci va continuer l'héritage de la congrégation. Donc, dans ce scénario, ce que la province a fait est fournir un terrain et un certain investissement dans l'établissement, mais aussi on a garanti un soutien financier à long terme pour répondre aux besoins continus de la mission. Donc, même si on a investi les ressources, le besoin est donc on a assuré un soutien financier va être assuré. Donc, même s'il ne va pas être utilisé dans le futur en Allemagne, ça va être utilisé pour la congrégation à l'échelle internationale. Donc, dans ceci est assurée une propre gouvernance. euh, donc, on devait mettre en place des structures juridiques appropriées. Nous devons avoir des accords. Hmm, Le plan donc a pris compte à des besoins à court et long terme. Donc, encore une fois, un accord avec les autorités publiques a été mis en place pour assurer non seulement la gestion, mais aussi les ressources. Et ce qui était essentiel, c'est que ce plan donc a pris en compte les besoins à court et à long terme des sœurs, mais aussi la mission à long terme et le besoin de la congrégation. C'est juste un exemple de comment vous pouvez établir, si vous entrez en partenariat avec les autres. Donc, non seulement à court terme, mais à long terme.
pour soutenir la mission dans d'autres lieux du monde. Donc, mon dernier exemple est une congrégation avec des sœurs aux Philippines qui ont traité les questions de l'âge avancé de manière différente. Il s'agit d'une congrégation des sœurs aux Philippines et pour elles, elles avaient des sœurs plus jeunes dans le ministère et un petit nombre de sœurs âgées qui exigeaient des soins. Donc, elles n'ont pas seulement travaillé pour fournir des soins aux sœurs âgées, mais on a développé un ministère pour assurer les soins à ces sœurs, mais donc aussi dans leur communauté locale. Donc, des soins intergénérationnels et inclusifs. Donc, oui, il s'agit d'un établissement de soins aux personnes âgées, mais aussi un ministère actif avec des soins prodigués par les sœurs de la congrégation et aussi assurer un niveau de des certaines ressources, investissement dans l'établissement par la province, mais un facteur important à long terme était que ceci est devenu un ministère qui était autosuffisant financièrement. On a mené des partenariats avec des donateurs locaux et des réseaux diocésains qui ont contribué à soutenir la présence des services, mais il était important pour la congrégation et la province que ceci ne soit pas un projet à laquelle la province devait contribuer, même si on assure les soins aux sœurs les plus âgées. Donc, tout ceci, euh, ce système a assuré donc les ressources pour prendre soin des sœurs. J'ai vu ceci dans d'autres congrégations aux Philippines où les congrégations sont en train d'élargir leurs services de soins pour répondre aux besoins sociaux aussi. Donc, si je peux finir avec des recommandations spécifiques que je peux vous donner, si vous êtes en train de planifier, oui, évaluer la situation actuelle, votre réalité, quelle est la réalité de vos membres, la démographie, quelle est la réalité des infrastructures sanitaires euh, avec votre congrégation ou comment donc assurer le soin dans un contexte local et aussi quelle est votre capacité financière pour assurer le besoin dans votre congrégation. Si c'est approprié à un niveau de congrégation, développer un plan stratégique de prise en charge donc des personnes âgées qui intègrent les aspects pastoraux, communautaires et financiers. Vous n'avez pas besoin d'avoir un plan stratégique de soins aux personnes âgées. Vous pouvez intégrer les soins de santé dans votre plan stratégique d'ensemble. Une des possibilités, si vous considérez donc des soins pour le futur et une nouvelle manière d'opérer, devrait explorer des modèles collaboratifs. Donc, des exemples que je vous ai donnés ici, des partenariats avec des prestataires publics, des initiatives interconfessionnelles et réseaux locaux, investir dans la formation et le développement du leadership en matière de prise en charge. Donc, investissez dans la formation de développement du leadership en matière de prise en charge des personnes âgées, notamment en gérontologie et en gouvernance pour la santé mentale, la santé physique et les réalités de gouvernance. Donc, si vous établissez un modèle collaboratif, avoir les structures de gouvernance appropriées et avoir des sœurs qui sont formées dans cette matière. Si vous adoptez un autre modèle, assurez-vous que les cadres juridiques de gouvernance, que vous avez un cadre bon. Et je dirais, assurez-vous de répondre aux règlements et
et, et enfin de maintenir l'engagement spirituel des membres âgés en tant que mentor et contributeur à la vie communautaire. Que ces sœurs contribuent et continuent à contribuer à la vie communautaire. Donc, en résumé, oui, la vie religieuse témoigne un déclin significatif. Il y a une diminution de vieillissement de la population et déclin de vocation. Mais comme je vous ai dit, les tendances mondiales varient. Il y a des croissances dans certaines parties d'Afrique et Asie et où on a besoin des soins. Oui, il y a un déclin en Europe et en Amérique du Nord, mais encore une fois, les soins aux personnes âgées continuent à être nécessaires dans ces zones. Les congrégations sont confrontées à des défis financiers et de gouvernance, particulièrement lorsque je travaille avec des équipes de leadership. Je vois combien on a besoin de temps pour prendre soin des personnes les plus âgées. Si quelqu'un, ceci peut être vraiment, euh, mais il y a vraiment un besoin de s'assurer. Il y a toujours un plan pour aider les sœurs dans le futur. Les congrégations sont confrontées à des défis financiers et de gouvernance dans la planification du bien-être à long terme. Il y a aussi un grand besoin de s'assurer qu'on a les ressources non seulement pour le moment, mais aussi pour le futur. J'es- J'espère que j'ai pu partager avec vous des approches différentes. Comment vous pouvez donc assurer mais voir comment tout ceci vraiment dépend sur la localité locale, mais ceci pour assurer la dignité de vos sœurs, la continuité de la mission et, euh, et aussi une gestion donc responsable. Oui, nous avons quelques temps pour des questions. J'ai partagé mon adresse email, mais je pense que nous allons avoir le temps pour répondre à des questions. Merci beaucoup, merci. Merci pour toutes ces informations. Prendre, nous allons prendre 10 minutes pour les personnes qui peuvent continuer avec nous. Si vous avez des questions, en voyant les diapositives, très bonne présentation. Comment aider les congrégations avec les besoins financiers? Donc, donc, dans combien de temps nous pouvons faire les preuves et avoir les aides financières? Si j'ai compris ta question, est-ce que tu es en train de dire que pour planifier les besoins des sœurs, des religieuses dans le futur? Non, le micro. Je dirais qu'en relation de ceci, comprendre la réalité de la démographie, je dirais créer le lien avec la réalité de vos finances.
peut-être les congrégations, donc je n'aime pas particulièrement cette terminologie, mais plusieurs congrégations n'ont pas effectué un plan, particulièrement si on est une congrégation de sœurs plus jeunes, mais je dirais de manière similaire. Quand les personnes commencent à travailler à 20 ans et on doit planifier la retraite, il faut vraiment considérer de bas âge comment assurer les soins aux sœurs dans leur âge avancé. Donc, je dirais comprendre la réalité, comprendre les besoins du futur en relation aux soins de santé et, et je pense que la deuxième partie de ta question était donc savoir où elles se trouvent et comment s'assurer qu'elles vont recevoir les ressources financières pour continuer à assurer les soins. Comment on commence à savoir quel est le futur des sœurs? Je dois dire, je suis pas, je suis une personne qui travaille dans les statistiques, mais ce que je dirais, le premier pas est de comprendre les besoins courants. Parce que parfois, voir les réalités peuvent être une indication de ce qui se passera dans le futur. Mais je dirais certainement en termes de voir combien de sœurs auront besoin des soins, vous pouvez peut-être assumer des professionnels pour vous aider dans ceci. Donc, avec des communautés plus âgées, vous avez des coordinateurs de santé ou bien personnel spécialisé pour vous soutenir. Donc, trouver les bonnes personnes. Parfois, il y a des sœurs qui peuvent assumer ce rôle, mais sinon, trouver les laïcs qui peuvent faire ceci. Pardon. Est-ce qu'il y a d'autres... donc, si vous pouvez baisser la main, très bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres qui désirent poser des questions. L'une des choses que je voudrais dire de la part d'Anatraste est de reconnaître que nous, si vous avez suivi le bulletin, vous avez, nous allons publier, voilà, nous allons donc publier ou bien ouvrir les candidatures. Euh, donc, si vous vous trouvez dans un endroit où vous avez deux ou trois congrégations qui se confrontent à ce problème, et ce dont vous avez besoin est cette aide financière. Donc, Hélène a parlé de ces dimensions dans la planification et plusieurs fois, les congrégations ou les groupes de congrégations n'ont pas un analyste financier dans leur congrégation. On a beaucoup d'enseignants, beaucoup d'infirmiers, mais nous n'avons pas de personnes de finances. Donc, la fondation de Anna Trust est ici pour vous aider à penser à ceci. Donc, identifiez tout d'abord quelles sont les ressources financières dont vous avez besoin pour planifier les soins de santé aux sœurs âgées. Vous avez besoin des analyses de votre congrégation. Vous n'êtes pas donc sûr de l'âge de l'espérance de vie. Donc, dans le bulletin de décembre, vous allez avoir le lien. Nous allons avoir une plateforme digitale pour donc le début, le commencement des candidatures de la Fondation d'Anna pour ceci. Donc, gardez, c'est-à-dire vous devez lire le bulletin. Donc, est-ce que tu vois d'autres mains?
Cette rencontre va être disponible sur YouTube si vous voulez revoir. Et comme vous voyez, nous avons un formulaire à remplir pour l'évaluation. Et comme vous voyez, nous sommes à l'écoute, à votre écoute. Donc, Myriam vient de partager dans le chat un lien pour le formulaire d'évaluation. Il y a, euh, les personnes peuvent écrire à l'adresse email info @anatrustfoundation.org. Vous pouvez le retrouver dans le chat. Donc, vous pouvez écrire à l'email et donc, comme ça, par la suite, nous pouvons répondre aux questions. Si on peut donc sauvegarder toutes les questions dans le chat, nous allons pouvoir le faire. Voilà, donc vous pouvez retrouver dans le chat l'adresse à laquelle écrire pour s'informer davantage. Le formulaire de l'évaluation, nous vous prions de le compléter pour nous aider à améliorer l'organisation de ces rencontres. Et je vous rappelle que le dernier webinaire 2025 serait le 15 décembre, le 15 décembre, le 15 décembre, donc sur la démence. Et nous allons euh, souhaiter la bienvenue à une sœur qui va parler de la démence sénile, encore une fois, comment l'identifier et plusieurs choses les plusieurs préventions que nous pouvons adopter à bas âge. Il est très intéressant et très bon de répondre à vos questions. Donc, la prévention nous illumine pour savoir quoi faire avec les sœurs les plus jeunes pour affronter la démence sénile lorsque les sœurs arrivent à l'âge avancé. Et nous étions contents de vous avoir. Merci.